Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et si vous ne le saviez pas, Philippe David est là ce soir. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment je pourrais vous annoncer Le magnifique. Non, ça c'était Belmondo. Ouais. Philippe David le magnifique, c'est beau. Oui, c'est beau, mais c'est par rapport à Belmondo. Comme dirait un certain Philippe B, ce n'est pas crédible, ma chère Cécile. L'inénarrable Bruno Pomar est avec nous. Bonsoir. Bonsoir ma chère Comment Cécile. ça va? Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et puis vous avez des consultants de très haut niveau. Voilà. Ça va être dur pour moi ce soir. Le sémillant Eric Revel. Bonsoir, alias Robert De Niro. Vous êtes au courant? C'est vrai, alias Robert De Niro. Non, mais moi c'est un honneur pour moi d'être sur le même plateau que Monsieur Pomar. Oui, Que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux avec des images parfois qui prêteraient à confusion. Non, ça c'est toujours été On très a sérieux. dit pas de dossier. Pas de dossier. Pomar, c'est un grand cru. Oui. Ah ouais, Pomar. Oui, avec 2 M et un D. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, Sinon, le nôtre, il est un peu bouchonné, hein, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, c'est pas grave. Ça s'appelle tacler à la gorge. Ah oui, écoutez, c'est jeudi on tacle. Qu'est-ce que je voulais? Je vous dis, c'est comme ça. Mais vous pouvez me tacler en retour, hein, vous le savez. Hein. Après, vous viendrez plus, mais c'est pas grave. Et on plaisante. Allez, soyez les bienvenus. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h avec au sommaire de cette émission pour une éventuelle sortie de crise. Sébastien Lecornu vient de proposer peut-être de relancer le dialogue autour de la réforme des retraites. Alors, est-ce que, à votre avis, il a raison? Est-ce qu'il faut crever l'abcès ou est-ce que remettre les retraites sur le métier, ça risque de remettre de l'huile sur le feu? Et à cette question, est-ce que, pour apaiser les tensions, Lecornu veut rouvrir le débat sur les retraites? Est-ce une bonne idée? Eh bien, vous dites non à 71%. Et vous voulez réagir? Et vous? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis l'histoire se répète, il y a encore des manifestations ont gâché la déambulation des manifestants, les casseurs qui décrédibilisent régulièrement la cause. Alors, parlons vrai. Dégâts lors des manifestations du 10 septembre, faut-il une nouvelle loi anti-casseurs? Vous dites oui à 69%. Et moi, je souhaite un retour, non pas à la loi de 2019, qui avait été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, la dure. même si elle est en vigueur, mais la vraie, celle de Pompidou en 1970, qui a été faite avant que vous soyez née, ma chère Cécile, mais de très peu de temps, c'était au mois de juin. Voilà, ne dites pas l'année. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je l'ai dit, déjà. Comme quoi, ça y est, je suis vraiment vieille, hein, j'entends plus. 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Tout de suite, le grand débat du jour. L'âge de retraite, de départ, que vous dit le Premier ministre? La question, il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Les vraies voix Sud Radio. Il veut le remettre à plat. Et Le Monde a révélé que Sébastien Lecornu voulait réactiver le conclave sur les retraites lancé par François Bayrou et qui lui a valu sa place. Eric Revel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas, il fallait annoncer quelque chose après avoir annoncé la rupture hier. Oui. Alors, je demanderais juste à Philippe de me repréciser le sondage, parce que, pardonnez-moi, j'ai pas bien compris. Eh bien, pour le moment, vous pensez que c'est à 71%, ce n'est pas une bonne idée de rouvrir le dossier des retraites. Non 71 pour 29. Ou alors c'est une incohérence totale de la part des Français, parce qu'ils ont manifesté en masse contre la réforme des retraites. Si vous rouvrez le dossier, vous avez une chance de renégocier. Si vous êtes contre la réouverture du dossier, c'est que vous ne voulez pas renégocier. Donc c'est quand même assez curieux. Alors ils sont peut-être contre le conclave qui n'a servi à rien. C'est autre chose. Ah, là je comprends mieux. Voilà, alors le conclave, il faut en parler. Le Parti Socialiste s'est fait cocufier avec le conclave. Parce qu'en réalité, je vous rappelle que pour obtenir la confiance du Parti Socialiste et de ses dirigeants, François Bayrou avait accepté de rediscuter de la réforme des retraites à l'intérieur d'un conclave. Le problème de François Bayrou, le malin de Pau, c'est qu'il avait changé les règles du conclave en cours de route. Il avait dit tout est négociable sauf l'âge de départ. Ça dit rien. Au revoir et merci. Donc les autres qui ont dit attendez, vous nous prenez pour des jambons. Voilà. Pas de Pau mais de Bayonne. Donc disons que le conclave a laissé un mauvais souvenir, et que je vois pas pourquoi les oppositions à monsieur Lecornu se précipiteraient dans ce genre de réunion. Il va falloir que Lecornu aille à la manœuvre parce qu'effectivement les syndicats sont braqués là-dessus. Binet
C'est clair qu'elle fait... D'ailleurs, elle fait plus de la politique, cette dame, que du syndicalisme, quand on regarde bien. C'est vrai. Et je pense que, encore une fois, rouvrir le sujet, ça va être un peu compliqué, à mon avis, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tendu, compte tenu, encore une fois, des diversités des gens qui partent à la retraite, suivant les métiers, enfin bref, le temps de travail qui a été effectué. C'est méli-mélo, incompréhensible, d'ailleurs, pour les Français, à mon avis. Alors, moi, il y a une chose qui m'a marqué hier, vous allez comprendre, c'est quand, devant Matignon, Sébastien Lecornu a dit « On va faire la grande rupture ». François Bayrou regardait ses chaussures. Et il a déjà annoncé une première rupture hier quand il disait « Maintenant, grosso modo, on va parler à tout le monde, tous les groupes parlementaires en filigrane, le RN, comme à tout le monde ». Et là, je vous l'aviez rappelé à juste titre, il les a pris un peu pour des jambons, quand même, Bayrou, avec son conclave, on est bien d'accord, oui. Le Parti Socialiste, oui. Et là, il ouvre quand même une porte en disant, bon, le pays est fracturé, on va voir ce sur quoi, avec des gens de bonne volonté, en reprenant un peu à droite, mais en donnant un peu plus à gauche, on va peut-être arriver à refaire que les gens se parlent et dialogue. Je crois que c'est hyper important vu la fracturation du pays aujourd'hui. Enfin, tout Premier ministre qui arrive en poste, généralement, fait ça. Il reçoit tous les partis, tous les syndicats. Je ne pense pas qu'il y ait de... Oui, mais on a un spécialiste là, Éric Revel, économiste. Sincèrement, Éric Revel, est-ce qu'il y a des choses négociables ? Est-ce que ce qui a été mis en place, en tout cas l'âge à la retraite, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement ? Sincèrement, c'est quoi la version suivante ? Oui, pour plein de raisons. Je ne vois pas comment on va remettre en cause le départ à la retraite tel que la réforme. Ok, impopulaire. Il y a des cas particuliers, de métiers pénibles, de gens qui ont commencé à travailler tout, c'est sûr. Les femmes. Mais on ne pourra pas. Regardez ce qui se passe en Italie, c'est spectaculaire. L'effondrement de la natalité qui nous touche aussi, mais en plus qu'en fragilité, en situation d'exploser le système de nos retraites par répartition. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas 36 choix, si vous voulez. Ou bien on diminuera le montant des retraites, ou on mettra un peu de capitalisation, vous voyez. Mais ça, c'est le grand tabou français. Ce que ne veulent pas les syndicats, je crois, la CGT, nous sommes... Alors, deux choses. Je pense qu'il y a une chose importante. Remettre le dossier des retraites à plat, c'est intéressant parce que la réforme des retraites a été mal faite. Notamment, il y a toujours des avantages massifs pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux par rapport au privé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors que la majorité en France des gens sont les salariés du privé. Oui ou non ? Avec un point quand même fondamental. La majorité de la hausse de la dette publique vient des retraites du public, oui ou non ? Qui est déficitaire, qui est un régime déficitaire. Absolument. Alors que les retraites du privé... 12 milliards, je crois, par an. Oui, je crois que c'est ça. Alors que les retraites du privé, elles sont équilibrées et même pour certaines, à Chercarco, légèrement excédentaires. Parlons des avocats. Qui, des avocats. Coup, voilà. Eux qui on va certainement les chercher on est bien d'accord. Eux, ils ont carrément un trésor de guerre. Mais c'est pas les seuls. Alors, l'idée... Pour moi, ce serait de remettre les choses à plat et de remettre de la justice dans le système des retraites. Parce que, je pense une chose, et je sais que Cécile pense la même chose, donc elle va dire que j'ai raison. Mais moi, je pense pas, non. Non, mais c'est vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, hors antenne. Mais de quoi je me mêle ? L'âge de la retraite, quand quelqu'un a commencé à travailler à 15 ans sur les chantiers, je me vois mal lui dire de parler de à 67 ans, parce qu'il sera mort ou cassé avant. Donc moi, je suis pour qu'on ait un débat sans tabou et qu'on regarde de A à Z, et surtout en ayant le courage de toucher à la fonction publique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de cas particuliers ? C'est-à-dire de salariés ? Non, de cas particuliers, de dire voilà, la retraite aujourd'hui c'est ça, et on va amender sur des cas vraiment particuliers. Voilà, des régimes vraiment spéciaux adaptés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la façon dont on a essayé d'aligner les régimes spéciaux sur le régime général, on ne peut pas dire que ce soit un vrai franc succès. C'est moins qu'on puisse dire. Non, il faut sauver le système par répartition. Bien sûr, c'est la solidarité. Mais là, on va arriver, dans les années qui viennent, à un actif pour un retraité. Puis on va basculer on aura un retraité et demi pour un actif. Donc là, le régime est plus équilibrable. Donc c'est pour ça que je parle toujours de la capitalisation. Vous savez, le fonds de retraite. Qu'est-ce qui bloque ? L'idéologie. Il y a un tabou français. Je vous coupe. Il y avait une loi qui avait été faite en 1997, juste avant la dissolution. La loi Thomas, qui autorisait la capitalisation pour le privé. Jospin gagne les législatives après la dissolution. Elle a été abolie immédiatement. Ce que je trouve quand même un peu cocasse, c'est que la gauche, qui disait que c'était un scandale la capitalisation, la soutenait pour les fonctionnaires. À l'époque, ça s'appelait la Préfond et le CREF. La réponse de nos vraies voix dans un instant. On fait une petite pause. Et 0826 300 300, donnez-nous votre avis sur cette réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, autour de cette table avec nos vraies voix du jour, Eric Revel qui est avec nous et Bruno Pomar aussi, que vous connaissez bien maintenant. Et vous, au 0826 300 300, on évoquait il y a quelques instants, bien entendu, cette éventuelle réouverture du conclave des retraites. Pour l'instant, vous dites non en majorité, mais on se disait avec Eric Revel, qu'est-ce qui se passe avec la capitalisation? C'est juste une idée qui est rebutante, visiblement, pour mais les... Oui, parce que les syndicats, notamment, qui s'opposent à cette idée, et une large partie de la gauche, considèrent que ça profiterait aux plus riches. Mais en réalité, je vais vous dire, si vous avez plus de moyens que quelqu'un qui en a moins, et qu'on vous permet de faire la capitalisation, vous allez cotiser en fonction de ce que vous épargnez. Vous prenez d'ailleurs le risque du placement de cette capitalisation, mais surtout, vous allez alléger le système par répartition s'il y a un complément de capitalisation. Bon, c'est sûr que un directeur général d'une boîte, il a un salaire plus élevé que qu'un employé. Donc ça veut dire que oui, il capitalisera plus, mais de toute façon, il a une retraite plus importante. Donc si on pouvait, sans polémique politicienne, un jour, tranquillement, ça en prend pas le chemin, pouvoir aborder ce sujet, ce serait génial. Puis je voulais rajouter, parce que tout à l'heure, Philippe David nous parlait quand Bayrou regarde ses chaussures au moment de la passation de pouvoir avec Monsieur Lecornu. Moi, j'ai surtout noté que avec les mots qui sont ceux de François Bayrou, qu'il l'a quand même mis en garde. Il lui a dit, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Évidemment que Lecornu va avoir besoin de lui, puisque c'est le patron du groupe Modem, c'est François Bayrou, et qui va avoir besoin de lui s'il veut essayer d'obtenir... Pour peser. Pas tout de suite la censure, vous voyez. Donc tout ça, c'est quand même aussi des jeux politiques incroyables. Allez, le 0826 300 300, c'est Richard qui est avec nous, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Richard, qu'en pensez-vous de cette éventuelle ouverture de nouveau d'un dossier qui a fait tant de coulées d'encre? Je pense en fait que c'est une simple manœuvre, parce que M. Lecornu va aller chercher le soutien des socialistes, et la succursale socialiste, c'est la CFDT, et donc il va lâcher quelque chose pour la CFDT dans la renégociation, mais je pense, comme ça a été très bien dit avant, ça sera au détriment des personnes qui sont dans le privé, malheureusement, parce que le noyau central de nos syndicats, CGT, CFDT, c'est pas dans le privé, c'est dans le public, ça pèse rien sur le reste, et donc voilà, ça va se faire au détriment du privé encore, pour renvoyer un peu d'air et pour dealer avec les socialistes. Donc je compte. Eric Revel? Pour l'instant, le brouillard est quand même épais, mais ce qui est sûr, vous avez raison, c'est que de toute façon, il va falloir qu'il cherche une majorité très relative pour essayer de se maintenir à Matignon quelque temps, parce que après, je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui est en première ligne, il est déjà là, mais si Lecornu part dans 2 mois, vous imaginez ce que ça veut dire. Il restera quand même, Emmanuel Macron. Écoutez, on verra, oui, mais on avance quand même dans un brouillard absolu, pardonnez-moi, sur tous les dossiers, le budget de M. Lecornu, ce sera quoi? Bonne question. Attends. Sur le conclave, d'ailleurs, la CFDT est complètement braquée dessus, c'est pareil, comme les autres syndicats. Donc, faire une ouverture sur ce sujet-là, ça va être assez compliqué de mon point de vue. Non, mais ce que dit Richard de Toulouse, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, un des drames de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de syndiqués dans le privé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que qui donne le là, ce sont les syndicats de la fonction publique. Bien sûr. Et je vais vous prendre un exemple. Quand en 93, à l'été 93, le gouvernement Balladur fait la première réforme des retraites. Il l'a fait au mois de juillet, tout le monde est à la plage et doit pied en éventail, donc ça n'a pas d'exemple. Il ne touche que les salariés du privé. Est-ce que vous avez vu une récrimination des syndicats? Ils étaient eux aussi à la plage. Rien. Et je me souviens de Marc Blondel, lors des grèves de 95, qui était sur un plateau de télévision et à qui on dit, mais là, vous défendez le régime de retraite des cheminots, mais quand on a touché aux salariés du privé à l'été 93, vous étiez... Voilà, vous n'avez rien dit. Et il a dit, oui, c'est vrai, c'était pendant l'été, nous étions en vacances et nous n'avons pas été très bons. Je vous jure, c'était la réponse. Moi, j'avais vu ça devant ma télé, j'étais... heureusement que j'étais pas en train de dîner, je me serais étouffé. Vous voyez un peu. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait, les syndicats défendent uniquement leur bataillon lourd, c'est-à-dire
fonction publique, régimes spéciaux, SNCF, etc., mais n'ont pas défendu les salariés du privé. Ça, c'est quand même une réalité. Est-ce que c'était le premier sujet qu'il fallait mettre sur la table en tant que Premier ministre, Bruno Pomar, Éric Revel? Est-ce que... Moi, je pense que c'est pas... Non, c'est s'attaquer à un morceau un peu dur. Un peu plus doucement. Parler de sécurité, parce que c'est un vrai sujet dans notre société et que c'est le sujet d'actualité. On le voit partout. Hein. Je pense que c'était la première chose, rassurer les Français sur ce sujet-là déjà. Et puis en même temps, concernant les économies qu'on peut faire, c'est penser encore une fois à baisser le rythme de l'État. C'est-à-dire avec tout ce qu'on connaît, les 80 milliards avec les fameuses agences, etc. Mais tout ça, on n'en parle pas, quoi. On a cherché à vouloir taper les gens. Et moi, je vois quand je vais dans mon village, les gens pensent à leur pouvoir d'achat, pensent à vivre normalement. Et on s'en fout complètement. Le problème des retraites, à la limite, pour certains, c'est pas la première des préoccupations, je dis actuellement. Et dans la stratégie de Le Cornu, je pense pas que ce soit la meilleure. De parler de sécurité le jour du 10 septembre, c'était peut-être aussi un peu... peut-être aussi un peu touchy, Il y a des moments pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Richard, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. C'est un sujet un peu pousse au crime, vous allez voir. 20 000 bouteilles de vin livrées à la prison de Bordeaux-Draguignan scandalisent les agents pénitentiaires. Pour en parler, Ronan Roudot est avec nous, délégué syndicat UFAP-UNSA au centre du pénitentiaire de Bordeaux-Draguignan. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est tombé un peu des nues en lisant cette information, puisque les 15 et 20 000 bouteilles destinées à être conditionnées dans des paniers gourmands par des détenus ont été livrés fin août dans ces ateliers. Et là, vous dites, il y a un problème, puisque une bouteille, c'est du verre, qui a assez peu de surveillants et que ça peut créer des problèmes. Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, tout à fait. Donc, le 28 août dernier, les agents qui sont chargés de contrôler les marchandises qui rentrent dans les ateliers ont découvert avec stupéfaction plusieurs palettes de vin, sans être avertis, sans aucune note de service. Ça n'était jamais arrivé et de mémoire, on n'a jamais connu une telle scène. Le problème, c'est que notre direction n'avertit personne et qu'elle priorise l'emploi de la population pénale au détriment de la sécurité de tout le monde. Ça nous pose quand même un problème, puisque une bonne partie des détenus qu'on a sur le Draguignan sont là pour des faits de violence, où certains ont commis des délits sous l'emprise d'un état alcoolique. Donc, c'est pas comme si on ne connaissait pas déjà énormément de problèmes sur le centre pénitentiaire de Bordeaux-Draguignan. Inutile de vous rappeler qu'on a 1170 détenus pour 633 places. On est actuellement en déficit d'une centaine d'agents entre l'organigramme de référence et les agents qui sont absents pour des raisons diverses ou voire médicales. Donc c'était vraiment pas le moment si vous voulez, de nous exposer à une telle situation. Ça veut dire que le ratio, c'est combien de détenus qui vont travailler et combien de je vais y arriver aujourd'hui ou pas, de surveillants pour autour d'eux? Pour le nombre de détenus, alors il n'y a même pas de note de service, c'est la stricte inconnue, puisque le chef d'établissement pratique le monologue social, il ne communique sur aucun sujet. Super. Ah oui, c'est un spécialiste. Quant au nombre d'agents, c'est le strict minimum. 3 jours par semaine, vous avez 2 agents qui surveillent des centaines de mètres carrés. Et les 2 jours restants, puisqu'on travaille que du lundi au vendredi dans les ateliers, il y a un seul personnel. Donc, combien de détenus ils vont mettre à confectionner ces paniers gourmands, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, nous, c'est que déjà, on sera en difficulté pour assurer la sécurité des lieux et des personnels. Quand on sait le niveau de violence qu'il y a dans les prisons, effectivement, on peut s'interroger. Mais il faut savoir qu'une bouteille, c'est une arme par destination. Oui. Je veux dire, c'est clair. On la casse, voilà. Et qui morfle, ce sont les agents pénitentiaires. Non, mais encore une fois, voilà, il y a des choses parfois qui nous interrogent sur comment fonctionne cette société, que ce soit d'ailleurs la justice et bien d'autres secteurs de notre pays, mais c'est vrai que c'est encore une fois sous-effectif, donc des gens qui sont là pour assurer la sécurité de la prison face à des dizaines et des dizaines d'individus qui sont dangereux.
au-delà du fait que ces gens-là ont besoin de travailler, c'est bien qu'il y ait ces ateliers d'ailleurs dans les prisons. Moi, je trouve que c'est un modèle de réinsertion on peut choisir, intéressant. Mais que, je ne sais pas, le mec qui a décidé de dire tiens, on va faire des paniers gourmands avec des bouteilles de vin à l'intérieur de la prison. Si je peux me permettre, en plus, cette société, elle propose des paniers gourmands sans bouteilles d'alcool. Il n'y a qu'un lot ou deux où les bouteilles d'alcool sont, si vous voulez, prévues. Il y a énormément de lots où il n'y a pas de ces bouteilles. Donc, nous, ce qu'on demande, tout simplement au niveau syndical, c'est que ces paniers gourmands soient effectivement confectionnés au sein des ateliers du nouveau centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, mais que les bouteilles d'alcool soient confectionnées dans des lieux hors détention, pas dans la prison. C'est pas comme si ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en plus de ce risque-là, on est soumis tous les jours aux intrusions par drone. Tous les jours, une certaine partie de la population pénale se font livrer déjà de l'alcool, cocaïne, cannabis, et on n'a aucun moyen pour lutter contre cette situation-là. Au niveau des parloirs, c'est pareil. Encore hier, on a attrapé 115 grammes sur une famille, 115 grammes. On met pas les moyens. Les collègues, ça rentre de partout. Ils sont exposés à tous les dangers. Mais là, ce qui nous fait vraiment mal, c'est que d'une manière officielle, on va dire, ça a été décidé dans notre dos qu'on fasse rentrer une quantité d'alcool insensée et qu'on nous expose à ce risque en sachant déjà que la situation est sensible. Oui. Le centre pénitentiaire de Gradignan est en construction. On a une demi-prison, c'est-à-dire qu'on a livré la phase 1 le 20 mai 2024 et la phase 2 est prévue en livraison début 2027. On est au milieu on est si vous voulez, dans une situation où on doit faire face déjà à énormément de difficultés et là on nous la rajoute gratuitement. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ronan Roudot, délégué syndical UFAP-UNSA et au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe David. Oh, le concours Lépine de l'impôt. Éric Revel. Les manifestations et l'ultra-gauche. Et vous, Bruno Pomar? Alors figurez-vous que j'ai un bug là. Les dérives ultra-voyantes des groupes d'extrême gauche. Je suis impressionné d'être devant Éric Revel. C'est pour ça. Le menteur. Le mytho. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, autour de cette table, Éric Revel et Bruno Pomar. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, c'est simple. 0826 300 300 vous attend jusqu'à 20h. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table de l'actualité. Éric Revel, on ne peut pas manifester sans que l'extrême gauche gâche tout, selon vous? C'est pas selon moi, c'est quand on regarde les dernières manifestations, y compris populaires, il faut se rendre à l'évidence, si vous voulez. Il n'y a plus un 1er mai tranquille, il n'y a plus une manifestation tranquille. Vous avez immédiatement des groupes d'extrême gauche, des black blocs, des punks à chiens, des zadistes, tous ces gens qui bossent pas sans doute. Et pendant ce temps-là, la France qui casque, elle, si vous voulez, celle qui paye les impôts, pas celle qui casse, pas la France qui casse, celle qui casque, elle en a marre. Donc moi, je comprends la colère légitime des gens qui ont envie de manifester pour leur pouvoir d'achat, pour très bien. Ça m'a jamais posé aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens, parce qu'ils font le constat que je viens de faire, qui vont dans ces manifs parce qu'ils savent très bien que ça dégénère, que sans arrêt il faut brûler des poubelles, brûler des abribus, s'en prendre aux commerçants, etc. Donc c'est ultra gauche, encouragé par LFI, pourrit les mouvements populaires. C'est ça la réalité. Ce qui est quand même d'une incohérence folle, puisque chez LFI, on aimerait incarner le peuple. Le peuple, il descend plus vraiment dans la rue parce qu'il n'a pas envie, sinon d'assister, en tout cas, il a peur pour lui-même. Il a peur de prendre des coups, il a peur, etc. Donc oui, moi je trouve que l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, pourrit maintenant toutes les manifestations dans ce pays. Et Dieu sait qu'hier, pourtant, le dispositif était important, 80 000 forces de l'ordre sur le terrain. Il n'y a pas eu de sites stratégiques qui ont été touchés. J'ai trouvé que le dispositif mis en place par le ministre de l'Intérieur était vraiment bien dimensionné et efficace. Mais pardonnez-moi, les scènes auxquelles on a assisté, pour reprendre le petit mot de Mélenchon qui avait dit 2 jours avant, c'est pas parce qu'il y a un Cajot qui va brûler. Non, monsieur Mélenchon, qu'est-ce qui va payer les radars qui sont endommagés? Qui est-ce qui va payer les abribus endommagés? C'est nous, c'est la France qui casque.
C'est pas la France qui casse. Philippe David, la nouvelle idée loufoque. J'en ai marre. Fiscaliser les pourboires. Ah oui, parce que les pourboires ont été défiscalisés depuis 2022 pour les salariés gagnant moins de 1,6 SMIC. D'accord ? C'est bien. Dans les bars restaurants, pardon. Alors il n'y a plus qu'une personne sur trois, un client sur trois qui donne du pourboire. Et là, la mesure a été reportée chaque année et elle arrive à échéance le 31 décembre 2025. Et comme il faut trouver 40 milliards, eh bien, nos têtes pensantes de l'ENA et de Bercy ont pensé à fiscaliser les pourboires. Alors évidemment, les personnels sont vent debout, mais au moins autant que les personnels, il y a les patrons, parce qu'ils disent, nous on a un problème pour recruter. Il faut dire que c'est des métiers durs. Nous, le soir à 20h, on peut aller dîner au restaurant. Pourquoi ? Parce que ce sont ces gens-là qui nous servent, qui nous font la cuisine, qui nous accueillent. Et donc ils disent, maintenant les gens, ils vont arrêter et ils vont partir. On va avoir encore plus de mal à recruter. Alors moi, je pose la question, plutôt que de se faire le concours Lépine de l'impôt le plus débile qu'on va inventer, si on arrivait enfin, plutôt, ce serait beaucoup plus rentable, à faire une réforme de l'État qu'à imaginer encore de nouveaux impôts, eh ben je dirais bravo. Il serait temps, mais le problème c'est qu'il faut carrément changer le logiciel de nos têtes pensantes de Bercy et de la haute fonction publique. Surtout ça va inciter à frauder. Bien sûr. Non, mais je partage tout à fait ce qu'a dit Philippe. Non mais attendez, comme dirait Patrick Roger, on marche sur la tête. Non mais attendez, mais vous vous rendez compte, l'idée revient sur la table de fiscaliser les pourboires. Enfin, moi je trouve ça proprement scandaleux. Déjà, on donne de moins en moins de pourboires, parce qu'il y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat pour les gens qui vont au restaurant, pour ceux qui peuvent se payer le restaurant. Donc, moi, les petits hommes gris de Bercy, si vous voulez, surtout quand vous voyez le salaire de la haute fonction publique. Ils sont pas malheureux. Non, ils sont pas malheureux. Bon, non, mais c'est une idée, vous avez dit débile ? Oui. Eh ben c'est bien, débile. Merci. Voilà, débile. Bon Bruno. C'est piteux. Mais encore une fois, on veut récupérer de l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure en ouverture. On a 80 agences d'État des milliers d'agences d'État qui prennent 80 milliards, tapons là-dedans. Par contre, on n'en a pas parlé. Regardez, est-ce que vous connaissez la CRE, la Commission de régulation de l'énergie ? Vous savez à quoi ça sert ? J'en ai entendu parler à rien. Bon, c'est Madame Vargon d'ailleurs. Oui, la Creux. C'est des postes à 180 000 euros par an. Plus le reste, ça sert à rien. Quand elle arrive pour négocier l'énergie devant le président de Elf, de Total, etc., on n'est rien du tout. C'est-à-dire que l'essence, les patrons décident si ça monte ou ça descend. Ça sert strictement à rien. Et comme ça, vous en avez des ribambelles de hauts fonctionnaires placés et qui nous coûtent un fric monstre. Et sans compter celles qui font doublon, triplon, quadruplon. Bien sûr. Voilà. Bruno, puisque vous avez la parole, vous vouliez aussi revenir sur les dérives ultra-violentes. Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit évidemment Éric sur ce sujet-là. C'est que évidemment l'extrême gauche pourrit nos manifestations au détriment aussi non seulement des vrais, de ceux qui travaillent évidemment et qui défendent des causes, mais au détriment de nos policiers aussi, nos forces de l'ordre qui à chaque fois, je le répète, il y a eu une trentaine de blessés hier quand même des policiers. On n'en a pas trop parlé de ça, mais c'est la vérité. Non, ce qui m'inquiète beaucoup moi, et ça me rappelle un petit peu mon passé de policier au raid, c'est que cette extrême gauche qui se marginalise de plus en plus, qui devient de plus en plus radicale dans leur forme d'action, je me demande à quel point on ne va pas retourner en arrière. Vous savez, dans les années 80-90, on avait l'extrême gauche, Action Directe, la RAF, la Rote Armee Fraction, Hingeviet et compagnie, qui était ultra violente, revendications, etc., et qui un jour est passé à quoi ? À des assassinats. Action Directe, moi je le sais puisque je les ai serrés, les gens d'Action Directe. Le patron de Renault qui l'a payé sa vie. Et le général Legrand également. Oui. Bon, et Aldo Moro en Italie. Aussi pareil, exactement. Et toutes ces formes d'extrême gauche ultra violentes, et on le voit de plus en plus, m'interrogent. Et malheureusement, c'est en train de se confirmer avec ce qu'on a vu hier avec Charlie Kirk. Aux États-Unis, le mec qui s'est fait flinguer quand même. Voilà, il défend des valeurs, on est d'accord avec lui ou pas, mais il défend des valeurs. On peut pas tuer des gens comme ça. Donc ce qui m'inquiète beaucoup, et je suis très content d'ailleurs dans les années 86 d'avoir serré toute l'équipe d'Action Directe avec mes copains du RAID, je m'inquiète sérieusement sur le risque qu'on prend. Peut-être des policiers tués, peut-être des chefs d'entreprise. On se pose réellement la question. Allez, restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette nouvelle proposition. Si vous êtes malade pendant vos vacances, vous allez peut-être pouvoir les décaler, c'est-à-dire prendre des jours
pour avoir un peu plus de vacances. Si vous avez une grippe, vous êtes peut-être cassé la jambe, voilà. Donc on voit ça dans quelques instants avec la vice-présidente déléguée de la CPME et dirigeante de la Fenêtrière qui est visiblement très en colère. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore, Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David et autour de cette table, Eric Revel. Ça va mon Eric? Très bien. Coucou, j'adore les petits coucou. Il y a Bruno, il y a Philippe, il y a Cécile. Et il y a vous au 0826 300 300 avec Bruno Pomar. Ça va mon Bruno? Écoutez, je suis là pour votre sécurité. Je suis content. Écoutez, heureusement qu'on compte pas sur vous. Sinon, ce serait un problème. Voilà, c'est ça. Parce que comme il voit moins bien qu'avant. Oui. Voilà encore une violence, mais seulement verbale, subie par la police. Oui, mais c'est dur à entendre. Ouais, c'est ça. Et je voudrais pas que vous attrapiez la mauvaise personne, c'est ça que je veux vous dire. Allez, tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et un arrêt rendu par la Cour de cassation permet désormais à un salarié malade pendant ses congés payés de les reporter. Nous sommes en compagnie de Catherine Guerniou, vice-présidente déléguée de la CPME et dirigeante de la Fenêtrière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio. Cette mesure vous semble inique. Pourquoi? Écoutez, c'est quand même assez incroyable comme situation. On est dans une... Aujourd'hui, on a l'assurance maladie qui explose tous les compteurs et à côté de ça, on est en train de nous dire qu'on va avoir la possibilité, les salariés vont avoir la possibilité d'avoir un report de leur congé en cas d'arrêt maladie. Donc vous pensez bien que c'est une ouverture à beaucoup de choses, à la fois justement la difficulté face déjà à l'assurance maladie et les difficultés financières de l'assurance maladie. Ensuite, on a quand même aussi les organisations dans nous, les PME. Si vous avez des reports de congés en dehors des congés qui sont déjà fixés, ça va quand même désorganiser tout notre mode de fonctionnement. Et ce que nous voyons également, c'est une dégradation de l'ambiance sociale au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut bien savoir que quand une personne est absente, ce sont les autres, c'est les collègues qui prennent le relais. Et dans ces cas-là, ça leur fait une charge de travail en plus. Donc sincèrement, le tout additionné, écoutez, on est fortement surpris et on se dit, c'est encore aux entreprises de prendre en charge cette nouvelle mesure qui nous tombe. Alors c'est important à conformer aux standards juridiques européens, donc c'est important de le dire. Bruno Pomar. Moi, ce qui me gêne on n'a pas tous les mêmes droits en fonction des pays. C'est vrai, c'est vrai, absolument. On est quand même les seuls à travailler 35 heures. Hein, donc, et les autres pays, quand vous voyez la Grèce en ce moment qui est en train d'accorder un 13 heures par jour, je pense qu'il faut aussi il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Ne m'engueulez pas. Non, mais moi je comprends les entreprises. Non, mais je plaisante. C'est vrai qu'on tombe des nues. Enfin, non, bien sûr. Déjà, on est dans une situation politique qui est rocambolesque, c'est hyper compliqué. Maintenant, on nous rajoute ça. Enfin, il y a un moment. Non, mais moi, chère Madame la vice-présidente, je partage tout à fait votre point de vue. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai entendu que cet oukase bruxellois allait être transposé avec l'avis favorable de la Cour de cassation en France, au début, j'ai cru une blague. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, vous parliez de la Sécu, elle a officiellement, le déficit sera de 22 milliards d'euros cette année. Oui. La Sécu a accumulé une dette de 180 milliards d'euros. Vous voyez, on ne sait déjà pas comment on va rembourser les feuilles de soins si ça continue. Et puis, pardonnez-moi, on oublie une petite chose. Le débat est venu sur la table il y a 15 jours. Mais on sait qu'il y a, en gros, en France, repéré par les autorités, 500 à 1000 médecins qui s'adonnent régulièrement à des faux arrêts maladie. Bon. Alors, si en plus vous greffez là-dessus l'idée qu'un salarié, au-delà de la désorganisation dans vos entreprises, va pouvoir en fait récupérer ses congés maladie sur ses congés payés, mais on est chez les fous. Alors moi, je me fais aucun doute que les gens qui sont en arrêt de longue maladie, c'est pas là qu'on trouvera les fraudeurs. Mais pour tous les petits arrêts maladie, je vous souhaite bien du courage. 1, pour organiser vos plannings dans l'entreprise, et 2,
pour être en capacité de vérifier les faux et les vrais arrêts maladie. Donc en fait, on met une charge de plus dans les entreprises. C'est ça la réalité. Au moment où vous l'avez dit, vous m'avez enlevé le mot de la bouche, où la Grèce va passer à 13 heures de travail. Oui, par jour. Oui, vous vous rendez compte? Donc en fait, on n'est plus compétitif nulle part. La valeur travail, enfin, oui, vous avez raison. C'est déplorable en fait. Oui, mais déjà, la valeur travail, elle a tellement été amochée avec le passage aux 35 heures. Vous savez, quand on explique aux gens que moins ils travailleront, plus ils sont heureux. Et je mets de côté les métiers difficiles, pénibles et lourds, hein, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais franchement, enfin, depuis les 35 heures, on est dans le délire total. Non, mais on est dans un délire absolu avec une concurrence de folie. Et là, on vous dit, vous êtes obligé de respecter la loi européenne, donc vos salariés pourront récupérer sur leur congé payé leurs arrêts maladie. Non, mais attendez. Mais ce que tu disais très justement, Eric, c'est que, encore une fois, c'est les petites, les PME, PMI, etc. C'est toujours les entrepreneurs qui créent l'emploi. Ils payent de plus en plus de taxes. C'est pas les groupes du CAC 40 qui créent l'emploi. Voilà, ils morflent de plus en plus au niveau des taxes, etc. Et en plus, on leur met ça. Voilà. Il faudrait bien que les technos de Bruxelles viennent travailler dans une entreprise, voir comment ça se passe, parce que ça serait pas de mal. Intéressant de voir un petit peu comment il faut. Merci Catherine Garniot, vice-présidente déléguée de la CPME et dirigeante de la Fenêtrière. Restez avec nous tout de suite. Et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio. Et est avec nous Charles qui nous appelle de Paris. Bonsoir Charles. Bonjour madame. Bonsoir. J'adore comme vous l'appelez madame. Très bien, avec un prénom comme ça, de toute façon, il est obligé de... Vous pouvez pas dire Cécile. Son Altesse. Si j'étais ministre de l'économie, quelles seraient pour vous les réformes pour faire accepter le budget? Alors il y en a deux qui me viennent en tête directement. La première, c'est la baisse drastique du nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui en France, ce sont plus de 5,8 millions. Alors regardons à côté de chez nous, en Allemagne par exemple, pour 15 millions d'habitants. Donc en plus que la France, ils en ont 1 million en moins du nombre de fonctionnaires. Donc on va opérer une règle de 3 très classique. On va supprimer 2 millions de fonctionnaires chez nous, qui représente un poids financier considérable. D'accord, donc il y a 2 millions de personnes là qui viennent de tomber de leur chaise, qui vous remercient. On n'a pas le choix, Eric Revel. Non, mais que les dépenses de l'État, que l'État soit obèse, c'est sûr. Bon, je partage un peu le... Charles, je peux vous appeler Mr. Cutter. Vous voyez, vous passez au monsieur Lard. Si vous voulez. Monsieur Seigneur la fouette. Vous imaginez du jour au lendemain, enfin je sais pas comment, si vous étiez ministre de l'économie, vous metteriez en application votre mesure radicale, mais vous imaginez 2 millions de fonctionnaires qui du jour au lendemain sont virés de... C'est compliqué. Voilà. Surtout que leur statut ne permet pas de les virer, théoriquement. C'est pas facile à vendre. Je partage votre point, l'État est obèse, mais concrètement, vous voyez, si on devait le faire, là, comment on fait? 2 millions de personnes dehors, enfin c'est... Non, en revanche, monsieur le ministre, si je peux me permettre, peut-être qu'il faudrait, en revanche, je vais employer un gros mot, privatiser des morceaux de la fonction publique qui ne sont pas du domaine du régalien. Je vais vous donner, alors, pas l'armée, pas la police, pas la justice, mais par exemple, au Canada, à l'époque où Paul Martin était ministre des Finances et Jean Chrétien Premier ministre, figurez-vous, par exemple, ils ont privatisé le contrôle aérien. Ben, ça n'a pas été une catastrophe, il n'y a pas plus d'accident d'avion. Vous voyez, il y a peut-être dans la fonction publique, dans des domaines qui ne seraient pas régaliens, des niches à aller chercher. Pas... Mais oui, il y a peut-être des choses dont l'État peut alléger sa gouvernance. Eric, je te rappelle quand même qu'il y a des agences d'État. Oui. Quand la délégation de service public, on appelle les agences d'État. C'est des doublons, ça, qui nous coûtent... Je le répète, c'est la troisième fois que je dis 80 milliards, ça m'obsède ce truc-là. Non mais franchement, je veux dire, on peut arriver à en faire des économies, au même titre que dans les collectivités locales. Gaffe, Bruno, leur donnez pas cette idée-là parce qu'ils vont être capables de créer une agence pour savoir comment on va fusionner les autres agences. Donc méfiez-vous, s'il vous plaît, méfiez-vous. Charles, vous aviez une autre proposition à nous faire? J'en avais une deuxième, effectivement, et cette fois elle concerne l'aide publique au développement. Tout un programme. D'accord. Donc je me suis un peu penché sur le sujet et je me suis rendu compte qu'on continuait de financer des pays comme l'Inde ou encore la Chine. Alors pour la Chine, c'est quand même hyper intéressant, sachant qu'elle est quand même en passe d'être la seconde puissance économique mondiale et c'est concurrente directe sur les marchés industriels. C'est comme si on donnait, on donnait un SMIC à Bernard Arnault. Allez-y. Sur le quoi, on parlait d'Afrique. Là, par exemple, il y a 28 000 euros qui ont été dédiés à un projet qui s'appelle, je cite, le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique. Encore une fois, tout un programme. Ou alors, encore en Jordanie, 151 millions d'euros
faut institutionnaliser et mettre à l'échelle la budgétisation sensible au genre. Arrêtez, Charles. On est en train de perdre Éric Revel et Bruno Bonneau. Non, je pense qu'il va faire un malaise. Voilà, merci Charles, merci beaucoup en tout cas. Mais c'est vrai qu'en cherchant un petit peu, il y a certainement des économies à faire. Merci beaucoup Charles, monsieur le ministre de l'économie. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Certains aujourd'hui sont odieux quand on voit ce qui s'est passé du côté de l'Utah. Et tout de suite, Thomas Binet qu'on retrouve pour les incontournables de la gestion de patrimoine. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui, on va s'adresser à tous les jeunes qui entrent dans la vie active ou qui en sont à leurs premières années d'ailleurs de vie professionnelle. Comment bien gérer ses premiers salaires? Quel placement privilégier? Catherine, par où faut-il commencer quand on est un jeune et on rentre dans le monde professionnel? Alors déjà, félicitations à tous ceux qui viennent de décrocher leur premier job. C'est une nouvelle vie qui commence, alors commencez par en profiter. Bon, ça c'est dit. Ensuite, le premier conseil, ça va être de se constituer une épargne de précaution qui reste liquide pour pouvoir faire face à d'éventuels imprévus. Donc pour ça, vous pouvez très bien utiliser les livrets réglementés comme le livret A qui préserve la liquidité de votre épargne et qui offre une petite rémunération. Et quand on parle d'épargne de précaution, on parle en général de 3 mois de salaire minimum. Alors quand on est jeune, on ne sait pas forcément encore bien gérer son argent, on n'a pas l'expérience pour soi. Quel montant, comment savoir quel montant il faut épargner justement? On parle souvent de la règle des 50, 30, 20. 50%, c'est pour ses besoins de base, donc c'est se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner. Ensuite, 30% réservé aux loisirs. Et il va nous rester 20% pour de l'épargne. Donc si on prend un salaire de 2400 € net par exemple, ça fait 1200 € par mois pour ses besoins de base, ça fait un peu plus de 700 € pour ses loisirs et un petit peu moins de 500 € pour son épargne. Donc ça, ce sont des repères évidemment, il faut l'ajuster après en fonction de son mode de vie. Alors je retiens que vous avez évoqué 20% d'épargne justement, c'est ce qu'il faut donc investir quand on est un jeune actif. Oui, alors une fois que l'épargne de précaution dont on a parlé tout à l'heure est en place, il faut vous tourner vers les solutions de placement telles que le PEA, le plan d'épargne en action. Ça, c'est si vous voulez investir dans des actions européennes, sachant qu'il y a une fiscalité très intéressante au-delà de 5 ans de détention du contrat, ou alors l'assurance vie. L'assurance vie pour bénéficier d'un produit qui vous suivra vraiment toute votre vie, parce que là, on parle vraiment du couteau suisse par excellence des produits de placement. Alors c'est vrai que quand on est jeune, l'assurance vie, c'est peut-être pas sa préoccupation, on est d'accord. Quand on a de grosses sommes à investir, ou plutôt l'image d'ailleurs d'un outil patrimonial pour la transmission, l'assurance vie, c'est quoi le rapport avec le jeune justement? En fait, il faut savoir que l'assurance vie, vous pouvez l'ouvrir avec 100 €. Et ensuite, vous pouvez mettre... Oui, on prend date et vous pouvez mettre les sommes que vous voulez. C'est vous qui choisissez la fréquence et c'est vous qui choisissez les montants. Et en fait, pourquoi il faut prendre date? Parce qu'au bout de 8 ans du contrat, vous aurez une fiscalité très avantageuse sur les plus-values que vous allez pouvoir générer. Bon, c'est donc aussi un outil pour se constituer un capital. Exactement. C'est un produit qui est très souple et c'est vraiment un outil puissant. L'assurance vie va proposer des supports d'investissement dans cette enveloppe qui vont être très variés, très larges, qui vont répondre à tous les profils. Vous allez avoir du support le plus sécurisé au travers du fonds euro, qui vous offre un capital garanti, jusqu'au plus dynamique avec des fonds en actions, voire des actions en direct avec des titres vifs, voire même du private equity, c'est-à-dire du non-coté. Et en plus, vous avez le choix entre une gestion libre, si vous voulez vous en occuper vous-même, ou une gestion pilotée, si vous voulez déléguer à un professionnel. Et si je ne me trompe pas, l'argent investi n'est pas bloqué, contrairement à certaines idées reçues, on est d'accord? Exactement. Les sommes investies sur un contrat d'assurance vie peuvent être récupérées à tout moment pour financer des projets, qu'il s'agisse d'un tour du monde, d'un voyage ou de l'achat d'un appartement. La seule chose à avoir en tête, c'est l'échéance des 8 ans qui vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal, mais en aucun cas, l'argent n'est bloqué. Alors, épargne de précaution, puis PEA, un plan d'épargne en action, ou d'ailleurs, assurance vie. Un autre conseil, Catherine? Déjà, si vous mettez tout ça en place, c'est très bien. C'est bien, oui. Ensuite, assez rapidement, il faudra commencer à
penser à la retraite, et notamment au travers du plan épargne retraite comme solution dédiée à la retraite. Mais ça, on en parlera une autre fois. Anticiper pour réussir. Merci Catherine pour vos conseils destinés aux jeunes actifs qui touchent leur premier salaire. Et on vous retrouve jeudi prochain avec grand plaisir pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on, mon cher Philippe ? Oh, je vais pousser un coup de gueule sur les comportements de certains, y compris sur des plateaux de télévision. Ah, dis donc, on a des gens qu'on connaît ? Ah bon, d'accord. Oui. Allez, restez avec nous, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, Bruno Pomar ce soir et Éric Revel. Et vous, 0826 300 300. Je vous rappelle la question du soir dans quelques minutes. La mobilisation d'hier, de nouveau émaillée par des casseurs comme Toulouse. Faut-il une loi anti-casseurs plus répressive ? Vous nous appelez au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 68%. Et ben voilà. Et si vous êtes contre, bien entendu, on a envie de connaître votre avis. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village lointain et inconnu jusqu'hier pour une immense majorité de Français, puisqu'il s'agit d'Orem dans l'Utah. Dans l'Ohio, pardon. Pourquoi Orem ? Parce que c'est là que l'activiste conservateur américain pro-Trump Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné d'une balle en pleine gorge. Des images terrifiantes qui ont glacé tous ceux qui les ont vus. Enfin non, pas tout à fait. On écoute ceci. Sauf que vous oubliez quand même que quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine et diverse de la haine à la longueur de la journée, il reçoit ce qu'il reçoit. Si on prend des discours et des phrases prononcées par Donald Trump et on les compare à des phrases qui sont prononcées par Hitler, il y a une grande ressemblance. Je ne dis pas que les deux personnages sont les mêmes, mais les phrases, quand vous sortez des citations sur les juges, sur les étrangers, sur les homosexuels, etc., eh bien, vous prenez des phrases qui sortent soit de Mein Kampf, soit des discours de Hitler jusqu'en 1945. Je suis désolée, il y a des ressemblances. Et je l'assume. Et c'est un appel à la responsabilité de tous bords, à commencer par Donald Trump, qui a une responsabilité dans cette dérive de violence aux États-Unis immense, tout simplement parce qu'il a supprimé la réalité. Vous voyez, aller comparer Charles Kirk à un martyr, c'est dire à quel point on n'est plus capable de regarder la réalité des choses en face. Désolé de vous le dire, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde. Vous avez entendu dans l'ordre Sergueï Girnov et Samantha de Berdan, chroniqueur sur LCI, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, et Reg le Gorilla, youtubeur. Et le moins qu'on puisse dire est que tous ces gens n'ont pas la moindre empathie pour un homme de 31 ans, père de 2 enfants très jeunes, qui vient de se faire assassiner et trouve toutes les justifications possibles et imaginables. C'est la faute à Trump. Trump-Hitler, c'est quasi bonnet blanc et blanc bonnet. C'est une merde, vous l'avez entendu, qui vient de mourir. Alors, venant d'un youtubeur, on n'est pas étonné, comme il y a à boire et à manger chez eux, mais venant de 2 chroniqueurs sur une chaîne de télévision nationale et d'un ancien Premier ministre, on n'arrive pas à y croire. Comment oser accuser Trump alors que c'est un de ses partisans qui vient d'être assassiné? Comment oser pratiquer le relativisme Trump-Hitler, même si, sur LCI, le général Yakovlev avait osé comparer l'occupation allemande de la France au concours de l'Eurovision. Il y a peu, je lui avais d'ailleurs consacré un coup de gueule. Comment finalement ces propos justifient, sans évidemment l'affirmer ouvertement, l'assassinat politique, parce que, vu ce que dit son camp, il l'aurait quand même bien cherché. Comme les caricaturistes de Charlie Hebdo l'avaient finalement bien cherché. Comme les attaques antisémites peuvent s'expliquer par la situation à Gaza. Comme disait Nicolas Sarkozy, quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Oui, écoutez, moi j'avais entendu tout cela, Philippe a tout à fait raison. Je vais aller plus loin parce que le plus grave dans l'affaire, c'est pas ces 2 clowns sur LCI,
le Chernoff et de faux Weber. espion. 3, tu en as dit, hein, tout à l'heure. Oui, mais le dernier m'intéresse beaucoup plus, c'est Dominique de Villepin. Parce que, comme c'est un boomer, il ne se rend pas compte de ce que représentait Charlie Kirk aux USA et pour les conservateurs. Je rappelle que Charlie Kirk, c'est celui qui, grâce à son talent et au sens du débat, car il a toujours été dans le débat, même s'il portait des idées que je ne partage pas complètement, ce type a permis à Donald Trump d'avoir le vote des jeunes aux États-Unis. Vous imaginez la puissance du type. Donc, quand Monsieur de Villepin ose dire que qualifier cet influenceur de martyr, c'est être dans l'excès des choses, non, Monsieur de Villepin, c'est vous qui êtes dans l'excès des choses. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Ce Charlie Kirk était pour les conservateurs, oui, une étoile. Et donc, c'est devenu un martyr. Et je vais vous faire encore plus plaisir, Monsieur de Villepin. Vous savez à qui il a été comparé par Fox News, une chaîne que vous n'aimez pas forcément. Il a été comparé à Martin Luther King pour les Blancs. Parce que pour les conservateurs blancs, pour toute une population jeune, blanche aux États-Unis, il va rentrer au panthéon des martyrs qui sont morts pour leurs idées. Alors si vous, Monsieur de Villepin, ça vous choque pas qu'on meure pour ses idées, de grâce, ne vous présentez pas à l'élection présidentielle, en tout cas vous n'aurez pas ma voix. C'est dur de répondre derrière Éric Revel. Hein. Non, mais on a le problème de cette société qui, encore une fois, moi je regarde au niveau de la sécurité, qui se radicalise totalement. Ah, mais excusez-moi, le relativisme non, mais dans l'absolu, le geste. Non, mais on ne peut pas se réduire de la mort d'un. Non, mais bien sûr, c'est extrême gauche. C'est extrême gauche, visiblement, qui aurait fait. À part Reg le Gorilla, ils sont pas d'extrême gauche, hein, que ce soit de Villepin ou les deux chroniqueurs de LCI. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne tolère plus le dialogue dans ce pays. Mais chez nous, c'est pareil. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, des Mélenchon, des LFI, etc., qui sont plus dans le dialogue, de moins en moins dans le dialogue, de plus en plus dans la radicalité totale. Et on en arrive à la violence extrême. Si un jour on a des assassinats en France, comme on en a eu dans les années 80, ça sera un petit peu le revers de ce qu'on a vu avec Charlie Kirk. Donc c'est vrai qu'il y a... c'est inquiétant, tout simplement. Merci beaucoup Philippe David, bien entendu à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter ou notre chaîne YouTube. 0826 300 dans un instant nous reviendrons sur cette mobilisation d'hier de nouveau émaillée par des casseurs comme à Toulouse ou à Montpellier. On va en parler avec nos invités, on revient dans un instant et on est ensemble. Et dans un instant, dégâts lors des manifestations du 10 septembre, faut-il une loi anti-casseurs plus répressive? Vous dites oui à 69%. On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David est très bien entouré ce soir. Éric Revel est avec nous. Bruno Pomarebo 0826 300. Tout de suite la question du soir. Oui, cette question du soir. Dégâts lors des manifestations du 10 septembre. Faut-il une loi anti-casseurs plus répressive? Vous dites oui à 69%. Et moi je dis qu'il faut un retour à 1970. La vraie loi anti-casseurs, celle qui avait été faite sous Georges Pompidou et qui avait été abolie dès l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand 11 ans plus tard. Allez, on en parle avec nos invités. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé dans la capitale et dans le pays. Rien. Ça sert à quoi d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que ça a changé? La situation est presque pire même que ce que nous avons connu il y a quelques semaines. Ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une défaillance de l'aspect sécuritaire, de la réponse sécuritaire, se trompent, comme le Rassemblement national, comme ils trompent, je pense, les Français. Il est quand même assez étonnant en France que le droit de manifester finalement ne puisse pas se passer de manière correcte et dans la tranquillité pour les participants. 95%, je le dis à la louche, de ces participants sont venus avec des intentions pacifiques. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Les vraies voix Sud Radio. Et la loi déposée par les LR visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations avait été adoptée en 2019. La seule chose qui avait été retoquée à l'époque, par le Conseil constitutionnel, c'est l'interdiction administrative de manifester jugée contraire aux libertés fondamentales. Est-ce que ça veut dire, Bruno Pomar, je vais commencer avec vous, de dire que cette loi est peut-être trop légère ou pas assez orientée ?
Elle n'est pas assez orientée, même légère, on peut le dire, encore une fois, mais revenir évidemment à la loi de 1970 qui avait été instaurée concernant la responsabilité collective des casseurs, etc., était intéressante. Alors effectivement, les droits de l'homme et tout le monde qui vont sauter sur l'affaire pour dire que c'est pas normal, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a des traductions devant la justice des casseurs, puisqu'il y a eu plus de 500 interpellations, donc c'est énorme. Il faut traiter tout ça à travers les OPJ et les tribunaux, mais encore une fois, quand vous regardez le résultat, au bout, il y a personne qui morfle. Alors que ces groupes sont identifiés, connus, les braves, tous les gens qui sont sur le terrain, les policiers, ils les connaissent parfaitement. On met une cagoule, mais on peut pas justifier. À ceux qui nous écoutent qu'on les connaît, on sait qui ils sont, on sait qu'ils dégradent régulièrement et pourtant il ne se passe rien. Comment ça on peut l'expliquer ? Parce que c'est des dégradations collectives. Encore une fois, donc ils sont plusieurs, et on ne peut pas individualiser l'infraction. Et l'infraction, vous savez qu'il y a un élément matériel, moral et légal. Quand on n'arrive pas à réunir les trois, ça tombe à l'eau, c'est ce qui arrive malheureusement à chacune de ces manifestations. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que quand on chope, on a ce 10 mecs avec des cagoules qui ont cassé, les 10 doivent prendre 2 ans, 3 ans de prison, point final. Et puis je peux vous assurer qu'à mon sens, il y aurait des résultats, c'est-à-dire ça calmerait les éléments Black Bloc, etc. Ça ferait pas plaisir sûrement à M. Mélenchon, qui les protège et à tous ses affiliés, mais en attendant, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en considération, parce que les policiers sont dépités, quoi. Ils font un boulot formidable, on l'a vu hier, c'est 80 000 policiers engagés. Il y en aura de moins en moins. Et les mecs vont en garde à vue et puis on les laisse repartir après. C'est pas normal. Non mais je vais peut-être me faire insulter, mais quand même, quand on dit que ceux qui critiquent les juges, c'est pratiquement des nazis, c'est ce qu'on entend dans la chronique précédente. Je rappelle que dans la loi de 2019, il y a un article qui a été censuré. C'était celui qui aurait permis à des préfets d'interdire à des individus manifestants une particulière gravité, qui représentait, je cite, une menace d'une particulière gravité, de manifester pendant 1 mois. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais alors je vais reprendre une chose. Vous savez que si vous tapez avec quelqu'un dans un stade de football, de rugby, mais le hooliganisme, c'est plus au foot quand même. Vous pouvez être interdit de stade avec obligation d'aller pointer au commissariat de police, et là, ça n'a posé le problème à personne. Et je dois dire, je le dis franchement, je suis pour qu'on applique ces lois anti-hooligan. Mais alors, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est pas bien de casser ou de se taper dessus sur un terrain de foot, mais qu'on peut tout casser quand on veut en manifestation, et il va falloir m'expliquer sur quelle base les juges du Conseil constitutionnel ont pu censurer cette mesure. Parce que c'est la voie publique. On peut pas individualiser, encore une fois, la casse. C'est ça le problème. C'est du privé. C'est que tu as 10 mecs ou 20 mecs qui bastonnent, les policiers les interpellent, les braves généralement, parce que ce sont eux qui sont compétents, ou les CRS spécialisés, et effectivement, chacun se décharge en disant « Non, c'est pas moi, c'est Eric. Non, c'est pas moi, c'est David. » Et voilà, et on reste dans le flou. Et comme là, l'infraction n'est pas caractérisée, on laisse tomber. Il faut sanctionner beaucoup plus durement le fait de porter des masques. Normalement, c'est interdit. Oui, c'est interdit normalement, mais il faut sanctionner beaucoup plus durement. Oui, mais alors pourquoi on les chope pas, les mecs qui arrivent cagoulés, les Black Blocs? Déjà, il y a une infraction, il a raison. Oui, mais Eric, ils les mettent au dernier moment, les mecs. Attends, ils sont super organisés. Une fois qu'ils les ont mis, qu'est-ce qu'on attend? On a Oui, mais on les interpelle, effectivement. Mais il y a des caméras. Ça ne tient pas juridiquement, tout ça, malheureusement. Moi, je l'ai vu, je suis allé dans plein de manifs, planqués, casquettes, etc., voir comment ça se passait. Les policiers sont parfois démunis. Parce qu'ils sont mélangés à la foule, ils travaillent en groupe très constitué, très organisé, et on n'arrive pas, encore une fois, je vous parle, constituer l'infraction. C'est ça ce qui est difficile. Sinon, ils seraient encristés, les mecs, je vous rassure, moi. J'en suis persuadé. Si les juges n'arrivent pas, l'OPJ n'arrive pas à caractériser l'infraction, le juge, il dit au revoir monsieur, merci. Mais on s'adapte bien aux techniques de la cybercriminalité, on s'adapte bien aujourd'hui aux moyens de ce qui se passe. On peut s'adapter aussi au mode opératoire des personnes qu'on a en face de nous, et qu'à chaque fois on trouve des solutions. La loi si on reste figé sur la loi, ça ne sortira jamais en fait. On est dans les libertés, vous savez, dans ce pays. Quand on voit l'Assemblée nationale qu'on a en 3 blocs va faire voter une loi sur ce sujet-là. On va rigoler, c'est pas fini. Non, mais c'est pas un problème de loi de 3 blocs, c'est un problème de principe. Non mais oui, mais c'est
un problème de pragmatisme. Oui, mais je suis... Il n'est pas interdit, parce qu'on pense pas que de la même manière que ceux qui sont un peu plus loin sur le banc de l'hémicycle, de réfléchir et de se dire, là-dessus, on va être d'accord. C'est idéologique, Philippe. Désolé, s'il y a 40 à l'ombre, un homme politique que j'aime pas dit il fait chaud, je vais pas mettre une combinaison de ski pour mourir d'hyperthermie. Mais Philippe, c'est idéologique. Regarde encore hier Mélenchon qui dit les Black Blocs ont été sympas, ils n'ont pas cassé grand-chose, donc rien que ça, tu vois. Et ces gens-là sont pas lui, mais les autres sont à l'Assemblée nationale. Ça représente 75 députés. Oui, mais en attendant, ça suffit pour bloquer une loi. On le voit, on n'arrive à rien faire passer dans ce pays. Donc c'est un véritable sujet, oui, de pouvoir encore une fois identifier et responsabiliser l'individu qui a commis un acte de violence lors d'une manifestation. Mais on en a l'exemple toutes les semaines, tous les mois, lorsqu'il y a des manifs, on regarde les mecs qui prennent un peu de sursis des fois. Bon, mais c'est rien. S'ils prenaient cher, mais à mon avis, ça calmerait beaucoup de monde. Même les ultras qui viennent d'Allemagne et compagnie, ils foutent le bordel en France. Mais vous écoutez en tout cas les témoignages de ceux qui ont subi, ils sont désespérés. Ils se disent que c'est encore eux qui vont, enfin nous tous, qui allons payer. C'est ce que disait tout à l'heure Éric Revel. C'est encore nous qui allons payer. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour que ceux qui cassent payent, ce qui était le cas avant. Tu payes, Gabriel Attal. Regardez à Hélène Boucher hier, le lycée. Moi je suis allé en scooter, je me suis mis en retrait, je regardais. Le mec qui monte sur le capot de la voiture de police, à moitié cagoulé, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté toute vie, et hop, il est reparti dans le groupe. En même temps, je vous cache pas, les amis, que les policiers essaient de faire un maximum de discernement pour éviter l'affrontement à tout prix. Parce que c'est là où c'est difficile, l'équation, pour nos policiers qui sont... on peut en parler autour de la table, nous, facilement là, mais quand tu es dans l'action, c'est pas évident de dire, est-ce qu'on interpelle tout? Est-ce que le mec, on lui met la claque salvatrice, comme on dit? Il faut faire attention à tout, parce qu'il y a des caméras. Donc c'est très compliqué, croyez-moi, pour les forces de l'ordre. Merci. Allez tout de suite, la France, l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un rapport parlementaire déposé par Mickaël Cosson pour contrer la crise du logement en France. Il est avec nous, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Modem des Côtes d'Armor. Alors c'est un vrai sujet, le logement aujourd'hui, en l'occurrence à l'endroit des étudiants. Et vous avez une proposition, un rapport mis en place, un rapport parlementaire que vous avez déposé justement pour remettre des logements en location de longue durée. C'est ça, avec Marc-Philippe Debresse, donc sénateur, et puis justement auprès de Valérie Létard. La commande, c'était tout simplement de pouvoir relancer le logement locatif par le biais d'un statut de bailleur privé qui permette de recréer les conditions pour investir dans la pierre plutôt que de continuer à vouloir se tourner vers les assurances vie ou le CAC 40. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir relancer le logement locatif et redonner confiance aux propriétaires. Sinon, vous aviez une idée aussi un peu plus largement de sortir de cette concentration finalement de certaines villes. Aujourd'hui, c'est vrai que le logement étudiant, tout le monde se tire les cheveux l'été et à la rentrée pour pouvoir trouver un logement à son enfant qui veut pratiquer ses études. Sauf qu'on n'a jamais réfléchi de manière plus transversale, à savoir aujourd'hui, à la suite d'un maillage territorial, on peut très bien accueillir des enseignements supérieurs dans différentes autres villes moyennes qui permettraient aussi de pouvoir... cette hyper-concentration. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, on concentre tous les problèmes, et alors que parfois, il y a des solutions qui peuvent se trouver à quelques kilomètres et qui permettraient de pouvoir retrouver une attractivité, tout en ayant soit un logement plus modéré, en fait, à plus modéré, ou tout simplement, en fait, de pouvoir ne pas avoir besoin de logement, mais toujours pouvoir continuer à étudier sans devoir partir dans un logement absolument. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir lier un petit peu le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère du Logement, et puis qu'on puisse faire un aménagement de territoire qui soit équilibré et qui ne permette pas de créer des tensions. C'est malin, Éric Revel. Oui, mais monsieur le député, je vais vous poser une question quand même. Votre loi s'applique évidemment sur tous les littoraux. L'idée, c'est d'avoir moins de locations estivales et plus de locations à l'année. Non, pas les littoraux, c'est pour les logements étudiants. Étudiants. Voilà, parce qu'il y a un autre texte qui est un autre texte qui est passé. Enfin, vous l'avez vu, monsieur le député. Oui, monsieur et qui là pose un certain nombre de questions, notamment pour les locations l'année. Mais je ferme la parenthèse puisque c'est pas le sujet. Maintenant, moi je trouve oui, effectivement c'est une bonne idée. Maintenant, il y a quand même une question peut-être simple aussi, c'est à quel niveau les étudiants toucheront ces loyers. Alors,
de toute manière, en fait, on sait que lorsque vous avez un territoire en tension, forcément, les prix à la hausse s'appliquent. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une régulation. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain, cette question de pouvoir déplacer des cursus d'enseignement supérieur. Mais c'est une manière de pouvoir y répondre. Ensuite, l'objectif aussi, c'est relancer l'investissement locatif, parce qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les propriétaires se sont détournés de pouvoir du logement longue durée, parce qu'ils avaient rencontré des problèmes, parce que du coup, il n'y avait plus de rentabilité. Et donc, finalement, au fur et à mesure, on a aussi des propriétaires qui se sont tournés vers une courte durée. Donc, c'est recréer les conditions pour permettre de pouvoir avoir des dispositifs d'amortissement, faire en sorte que je vais peut-être aussi protéger lorsque je me retrouve confronté à du non-paiement de loyer. C'est un tout. Donc, il faut recréer de la confiance et faire en sorte que le Français devienne acteur du logement, plutôt que spectateur et vraiment mécontent. Merci beaucoup, Mickaël Cosson, député MoDem des Côtes-d'Armor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et elle vient de nous rejoindre. On ne vit pas dans la même France avec Magali Berda. Bonsoir Magali. Bonsoir, ça va ? Oui, ça va, dans une petite demi-heure au programme de cette émission. Alors, un très très beau programme ce soir. On reçoit Omar Harfouch, personnage emblématique, très inspirant, en face de Romain Eskenazi, qui est député PS du Val d'Oise. Et on va débattre sur est-ce que la France déteste les riches ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Voilà. Donc on va en parler ce soir avec Omar Harfouch et Romain Eskenazi. Est-ce qu'il reste encore des riches en France ? Ça reste plus beaucoup, c'est devenu une... Excusez-moi, mais pour François Hollande, un riche c'était 4 000 € par mois. Donc, il y a un riche et riche, quoi. Vous voyez, ça commence déjà à débattre. Donc soyez là avant. Mais ça peut être un beau sujet de philo. Vous voulez donc commenter et participer à cette émission On ne vit pas dans la même France avec Magali Berda, 0826 300 300. Merci beaucoup, Éric Revel. Merci de m'avoir accueilli, chère Cécile, cher Philippe, cher Bruno. Merci Bruno Pomar. Quelle performance en plus, mon cher Eric. Allez, dans un instant, c'est une affaire qui roule. On va vous parler automobile. Ligier qui sort 2 jolis modèles et on verra si c'est intéressant finalement. Est-ce qu'on est prêt pour 2035 pour le 100% électrique ? Oui, un vaste débat. On en débattra notamment avec Sylvain Resser, journaliste auto au Figaro, et Diane Strauss, directrice France de Transport et Environnement, parce que demain il y a une réunion cruciale à ce sujet à Bruxelles. Allez, à tout à l'heure Magali, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.